Aujourd'hui, au Balado Sportaid, tête à tête avec quelqu'un qu'on avait bien hâte de rencontrer pour différentes raisons. La première étant qu'il devient officiellement co-porte-parole de notre programme pour prévenir et contrer l'intimidation en contexte sportif. 2 fois champion de la Coupe Vanier avec le Rouge et Or, champion du Super Bowl l'hiver dernier avec les Buccaneers de Tampa Bay. Anthony Auclair, un gars de Québec, joint l'équipe de Sportaid. Anthony, bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de joindre cette belle cause. Pour moi, comme je disais plus tôt, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. D'avoir vécu puis avoir vu d'autres personnes en vivre aussi, c'est quelque chose que j'ai envie d'aider justement les jeunes à prévenir ça puis aider ceux qui sont un peu plus dans le trouble. Donc, je suis vraiment content d'être ici. Nous, bien évidemment qu'on t'a pas approché. C'est pas un hasard si on t'a approché, c'est parce qu'on savait puis on a lu que oui, t'en avais vécu. Mm-hmm. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas ton histoire, pourquoi l'intimidation, c'est une cause là, qui t'interpelle? Ben, tu sais, en étant jeune au secondaire, c'est drôle à dire, mais j'étais plus petit que tout le monde. J'étais vraiment pas gros, donc tu sais, j'étais un peu plus faible que les autres, si on veut. Puis en jouant au football, qui était mon rêve aussi à l'époque, tu sais, je me faisais intimider parce que j'étais moins bon un peu que les autres. Donc, tu sais, tout ça on met ensemble, ça fait en sorte que tu es un peu plus faible que les autres, donc t'es plus facile à pick on. Fait que pour moi, c'était ça un peu, là, de me faire dire que t'es poche, de faire dire que t'es pas capable de faire telle chose. C'est quelque chose qui m'a vraiment affecté en étant jeune. Donc, d'essayer de prévenir ça, d'essayer d'aider les jeunes qui sont dans le même état que j'étais à l'époque ou dans la même situation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. T'as dit que déjà, à l'époque, c'était ton rêve de jouer au football. Comment on peut avoir ce rêve-là en si bas âge? Tu sais, c'est pas un rêve de jouer au hockey, là, c'est un rêve de jouer au football. Ben, c'est sûr que c'est différent. On est dans un pays nordique où est-ce que le hockey est notre sport national d'hiver. Mais, tu sais, en écoutant du football avec mon père qui était un fan de football, son frère avait joué au secondaire, avait joué à l'universitaire, donc on connaissait ça un peu, le football. On regardait un match à la télévision, puis j'ai eu une piqûre, même si je connaissais rien, j'ai eu une piqûre, puis je me suis dit, hein, je veux faire ça. J'ai regardé mon père, je disais, je veux faire ça plus tard. T'as tout comme 9-10 ans, ça fait aucun sens. Mais c'est de là qu'est venu mon rêve. Là. Et ça, ce rêve-là, est-ce que tu l'avais partagé? Est-ce que les autres joueurs, tout ça, déjà le connaissaient? Est-ce que c'était une source d'intimidation qui les motivait à t'intimider, ça? Exact. C'est en parlant avec les autres joueurs, en parlant avec mes pères à l'école, tu cries à haute voix ton rêve, puis ils rient de toi parce que ils pensent que tu seras pas capable, mais c'est sûr que quand t'es jeune comme ça, c'est dur à prédire, en fait. Puis, mais c'est ça a été effectivement une source d'intimidation pour eux. C'est quelque chose, t'as un gars qui arrive, qui est pas bon dans ce qu'il fait, puis qui est tout petit, puis qui dit ça à haute voix, c'est sûr que tu te fais revirer de bord un peu, mais pourquoi, dans le fond? Mm-hmm. Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi... devoir dire ça à un kid de cet âge-là, peu importe, mais effectivement, ça a été une source. Là. S'il y avait des petits Anthony qui écoutent ce qu'on est en train de faire puis qui vivent quelque chose comme tu as vécu, qu'est-ce que tu leur dis? Comment t'as réussi à persévérer à travers tout ça? Parce qu'un paquet d'autres auraient plié bagage là, puis auraient abandonné. Ben c'est ça, tu sais. Justement, la source principale de mon intimidation était reliée à mon rêve ou était reliée à mon sport. Donc, pour moi, la réponse par rapport à ça, parce que, tu sais, j'ai jamais été un gars qui avait de la facilité à devenir bon dans quoi que ce soit en termes de sport, mais quand que je mets des efforts dedans, puis c'est ça que j'ai découvert en étant jeune, je peux devenir très fort. Tu sais, j'ai un potentiel qui est assez élevé, mais à la base, j'ai pas comme des repères athlétiques assez aiguisés pour devenir rapidement bon. Mais... c'est ça que je dirais à un jeune, c'est que ce que j'ai utilisé en fait, c'est la persévérance. Puis moi, ce qui me donnait du carburant, c'est de justement, je voulais leur prouver que j'étais capable de le faire, je voulais leur prouver que je pouvais devenir meilleur. Fait que je m'entraînais déjà en étant jeune. J'étais carrière à l'époque, donc je lançais beaucoup de ballons avec des jeunes kids. Puis je toujours lancer un peu plus loin, parce qu'ils regardaient ta distance de lancer. Dans le carrière partant, ils lançaient 45 verges à 14 ans. Mais là, à 13 ans, je me suis regardé, tu lances pas loin, t'es pas assez bon. Fait que j'essaie de lancer toujours plus loin. Puis finalement, tu lances 50 à 15 ans. C'est des chiffres qui font pas de sens. C'est quand même beaucoup, mais c'est là que vient ta motivation au final. Mais c'est difficile à dire à un kid parce que tu peux pas dire à un kid qui se fait intimider, hey, continue à persévérer, parce que peut-être que le kid n'aura pas les repères athlétiques ou n'aura pas
finalement, ça ne fit pas avec ce sport-là. Fait que, tu sais, c'est difficile à dire, difficile à recréer comme parcours parce que, justement, comme je te dis, la persévérance, t'as peut-être pas, c'est peut-être pas ton sport au final. Mais de persévérer dans le sens où ne pas se laisser piler sur les pieds ou aller chercher des gens pour s'aider ou tu peux devenir meilleur dans ce que tu fais. Mais c'est peut-être pas le chemin le plus facile non plus. Là. Quand tu repenses à cette période-là, y a-tu des gens, malgré tout, qui, dans ton entourage, t'ont permis de garder l'espoir puis la flamme allumée puis qui t'ont encouragé puis qui te supportaient? Ouais, j'avais... Parce que moi, j'en parlais pas, tu sais, c'est pas quelque chose que j'étais fier, vraiment, tu sais, j'avais honte, puis c'est là-dedans que les jeunes, ils sont, c'est ça qui est difficile, parce que t'as honte de ça, tu veux pas en parler, puis c'est là que ça devient dangereux, parce que tu gardes ça en dedans de toi. Mais heureusement, j'avais un entraîneur, en fait, les entraîneurs en général que j'avais, un entraîneur de la Trinité à l'époque, c'est du monde positif, des bons leaders, puis ils m'encourageaient, notaient ma progression, que ce soit un petit détail qui était amélioré ou peu importe, puis c'est là que tu fais OK, bon, je suis dans la bonne direction, tu sais. Donc, ces gens-là, ces entraîneurs-là, ces professeurs-là, ces enseignants-là, c'est du monde qui m'ont aidé. Là. Dans ton cheminement, à partir de quel moment tu as commencé à croire que, ben là, mon rêve, là, ça se peut, là. Il y a des chances que ça arrive, là. C'est vraiment à l'université. Okay. À l'université, là, je me comparais un peu aux autres alliés rapprochés qui étaient américains. Puis je me disais, j'ai vraiment une shot. Là, je pense que je m'approche de plus en plus. J'avais tout le temps ce rêve-là en arrière de la tête. Mais je suis un gars de processus. Puis j'ai tout le temps fait l'étape qui était en avant de moi avant. Si tu peux pas avoir 13 ans puis penser que tu vas accéder à la NFL le lendemain, c'est pas... Ou n'importe quoi. C'est comme un médecin ou peu importe. Puis j'étais un gars de processus, donc là vraiment, je m'approchais vraiment du processus de repêchage, puis j'étais comme, OK, là, j'ai le gabarit pour, j'ai les aptitudes athlétiques pour. Je pense que je connais assez bien le football, là. Après, j'ai été là-dedans toute ma vie, donc pour moi, c'était vraiment là que j'ai compris que j'avais une chance. Là. Et le premier ingrédient de ta réussite, est-ce que c'est la persévérance ou... Ben, pour moi, c'est sûr que... Ce qui me distingue des autres, c'est vraiment mon éthique de travail, ma persévérance, okay. Ma résilience. Je pense que la résilience dans la vie, c'est une des qualités les plus importantes à avoir dans n'importe quoi. Donc, parce que tu vas vivre plus de défaites que de victoires. Donc, de savoir te relever après chaque défaite, c'est ça qui fait en sorte que tu vas de l'avant. Là. Puis là, tu pars de ta Beauce natale, tu t'en vas jouer à Lennoxville. Après ça, le Rouge et Or. Comment ça s'est passé, toutes ces périodes-là? Parce que c'est des étapes, c'est des jalons importants dans ton cheminement. Comment ça s'est passé, ces étapes-là, l'intégration? Ça s'est bien passé. C'est sûr que, tu sais, Lennox, pour moi, c'était pour aller apprendre l'anglais, puis c'était une bonne école, c'est une division 1, donc niveau qualité de football, c'était très élevé. Donc pour moi, ces deux choses-là mises ensemble, c'était vraiment important. Mais tu arrives là, tu es un francophone de la Beauce, j'avais un peu l'anglais, je connaissais un peu l'anglais parce que j'ai joué à des jeux vidéo, j'écoutais des films, peu importe, mais tu arrives là-bas, tu connais pas vraiment l'anglais, fait que là, t'as du monde de Montréal, du monde de Lennox, qui eux sont parfaitement anglophones. Fait que là, c'est là que tu fais un peu rire de ton accent, mais tu sais, à travers les années, tu développes des outils, puis tu peux détourner un peu le genre d'intimidation que ça devient, mais c'est pas autant l'intimidation que quand tu étais jeune. Mais c'est là que tu fais un peu rire de ton accent, puis tout ça. Donc, c'est juste drôle au début, mais finalement, tu apprends l'anglais, puis... Mais ça, quand ça arrive, ouais. Est-ce qu'il y a des relents du passé qui remontent? Exact, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est comme si ça allait toucher une corde sensible de ton passé. Puis là, t'as comme les mêmes repères ou les mêmes réflexes de persévérance qui viennent. C'est comme, OK, mais faut que je devienne bon en anglais. Mais tu sais, ça, c'est juste drôle parce qu'au final, quand je suis allé aux États-Unis, je suis fait depuis 5 ans que je suis là. Puis t'as un accent, c'est bien correct, que le monde te comprenne. C'est juste que t'as un accent. Il y a plein de différents accents aux États-Unis, l'accent du Sud, l'accent de l'Ouest, l'accent de l'Est. Donc, tu sais, c'est juste drôle d'avoir les nuances. Mais comme je te dis, quand ça arrive, c'est juste que des fois, c'est un peu plus difficile parce que t'as encore une petite carapace de quand t'étais jeune ou est-ce que ça serait toucher une corde sensible. Mais tu sais, faut t'aller revoir tes repères, puis qu'est-ce qui a fonctionné dans ce temps-là. Puis là, t'accèdes au Rouge et Or. Ouais. Puis, tu sais, nous, chez Sportaid, souvent, on parle de l'importance
du travail d'équipe, la cohésion, le leadership. C'est un modèle d'excellence extraordinaire, le Rouge et Or. Là. Quelles belles années, 2 fois la Coupe Vanier. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage dans cette organisation-là, d'avoir côtoyé des gens comme Mathieu Bertrand, comme Glenn Constantin et d'autres? Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là qui te sert encore aujourd'hui même? Mais tu sais, c'est comme tu l'as mentionné, c'est un programme d'excellence. C'est le meilleur programme au Canada, puis je vais toujours le répéter. Mais c'est sûr que tu sais, la structure du Rouge et Or qui a été mise en place, puis qu'on a modifié à travers les années, est une structure qui va toujours fonctionner, puis c'est une structure qui s'adapte à travers les années. Donc, pour moi, d'avoir côtoyé du monde d'excellence qui voulait gagner à tout prix, j'ai joué avec des joueurs qui avaient des ACL déchirés, je jouais avec une brace pour gagner la Coupe Vanier. C'est du monde qui se sont sacrifiés cœur et âme pour le programme, puis c'est ça en fait qui fait le programme au final. Donc, mes coéquipiers que j'ai eus à l'Université Laval, qu'on avait tous le même rêve ou le même but, parce que là, t'arrives à l'université, t'as beaucoup de joueurs qui espèrent aller au niveau supérieur. Là, on a beaucoup de joueurs qui ont le même rêve ou les mêmes buts dans la vie. Fait que là, on se fait vraiment des bons amis parce qu'on baigne dans la même situation. T'sais. Fait que je me suis vraiment fait des bons amis, puis les joueurs font le programme au final. Fait que c'est ça, j'ai retenu mon... Ce qu'on retient souvent aussi quand on parle du Rouge et Or, c'est, oui, les performances sportives, mais ce qu'on oublie trop souvent aussi, je pense, de dire, c'est que il y a beaucoup d'importance qui est accordée aussi au parcours académique. Ouais. Les gens qui ne sont pas à la tâche à l'école, ils ne sont pas retenus avec le Rouge et Or. J'aimerais ça, moi, que tu nous parles de cette importance qu'on doit attacher comme jeune dans notre développement, quand on est un sportif, l'équilibre entre la carrière sportive, oui, mais les études aussi. Mais c'est un équilibre qui fait en sorte que ça va te propulser, je pense, dans la vie, dans ton travail en général, parce que tu peux pas juste... Tu sais, le football, à l'université, surtout, c'est pas... c'est prenant dans ta vie beaucoup, mais c'est pas complètement une partie prenante. Tu sais, t'as l'école aussi, tu peux travailler à travers tout ça. Fait que si tu réussis à mélanger... Là, je parle de l'université, mais si tu réussis à mélanger les 3 phases, de travailler un peu, de jouer au football, de t'entraîner, qui est quand même prenant, mais aussi à l'école, il faut t'étudier. Je pense que tu te sors de là, tu t'es créé une belle structure, tu t'es créé une belle routine, tu es capable d'attaquer n'importe quel défi, parce qu'au final, c'est un défi. Mm-hmm. On le veuille ou pas, étudier le soir après une pratique difficile, ou que ça n'a pas bien été, ou est-ce que tu es fatigué, c'est pas facile. Tu as un examen le lendemain. Fait que ça fait en sorte que tout ça mis ensemble, ça devient un bon défi, puis je pense que ça te prépare à attaquer des défis de la vie plus tard, à ton travail, ou peu importe, un défi de couple peut-être. Fait que c'est d'être résilient là-dedans, puis d'être assidu. Là. Pendant ton passage chez le Rouge et Or, à partir de quel moment tu as senti que ton nom commençait à circuler là, dans le football américain, puis que tu attirais l'attention? Puis comment tu t'es senti quand tu as réalisé que là, tu t'approchais encore un peu plus? Là? En fait, à ma dernière année, il y a un scout des Chiefs de Kansas City qui est venu pratiquer à Laval, puis c'est la première fois qu'un scout NFL venait voir un joueur en particulier à l'Université Laval pendant les pratiques. Fait que lui, dans le fond, il venait à Québec, restait pour la semaine pour voir les pratiques, puis après ça, il venait nous voir à Coupe Dunsmore à Montréal. Fait que en même temps, moi, j'étais vraiment excité, mais en même temps, mon but à ce moment-là, c'était de gagner la Coupe Vanier. Parce que là, il faut se rappeler, on arrivait de 2 défaites à Coupe Dunsmore contre les Carabins. Fait que, on parlait de résilience tantôt en tant que programme. Là, on avait un moment de résilience. Là, on est supposé être le programme ultime du réseau universitaire. Puis finalement, on part à 2 Dunsmore. Fait que là, on était comme, OK, là, on est en train de faire tomber le programme, là, les joueurs qui sont là. T'sais. Fait que, en tant que leader, en tant que joueur, on voulait... Mon but ultime, c'était vraiment d'aller gagner la Coupe Vanier. Puis... de remettre un peu le programme sur la map. Je voulais pas partir puis avoir perdu 3 Dunsmore. Non. Mais là, en même temps, jouer à la Dunsmore, il y a un scout de la NFL qui est là. Fait que, j'ai plein d'affaires la nuit. Avant la pratique, je savais qu'elle allait être là. J'ai pas dormi de la nuit. J'avais un examen en plus cette journée-là. Fait que, j'ai plein d'affaires à gérer en même temps. J'ai mon rêve, j'ai la Coupe Dunsmore, puis fait que c'était quand même une grosse semaine importante. Mais j'étais vraiment... les joueurs autour de moi étaient vraiment contents. Les gars, ils se laissaient quasiment... Moi, je bloque des joueurs, c'est ça un peu mon rôle. Les gars se laissaient bloquer quasiment parce qu'il y avait un scout qui était là et voulait m'aider. C'était un bel esprit d'équipe.
Mais non, c'est ça, j'étais vraiment excité. Moi, je suis comme ça, par exemple. C'est un processus qui est arrivé, puis je suis pas du genre à réaliser ce qui arrive au moment même. C'est des années après, des mois après, parce que je suis tellement focus dans ce que j'ai à faire, je suis tellement déterminé dans ce que je veux faire, que j'avais pas le temps de m'asseoir puis de dire « Hey man, c'est tombé malade, il y a un scout qui est là. » J'avais une dance à préparer, puis on avait un travail d'équipe à faire. Mais comment tu as réussi à jouer pour le logo qui est en avant et non pour le nom qui est en arrière? Parce que là, tu avais une occasion de jouer pour ton nom. Là. J'ai toujours été un gars d'équipe avant, ça c'est sûr et certain. Pour moi, le programme passait avant moi. Là, souvent, tu vois, aux États-Unis, si un kid a une chance de se faire repêcher haut, il ne jouera pas les bowl games qu'on appelle parce que il veut pas se blesser ou il veut pas perdre de la valeur. Mais pour moi, ça avait... La Coupe Vanier, c'était plus important que la NFL en ce moment-là. Il faut qu'on ait gagné la Dunsmore, il faut qu'on ait gagné la UTEC, il faut qu'on ait gagné la Vanier. Fait que, pour moi, à ce moment-là, l'équipe était plus importante que ma progression personnelle. Mais on dit souvent à l'Université Laval, t'atteins un but collectif, t'atteins un but individuel à l'intérieur d'un but collectif, puis c'est un peu ça aussi. Là. Puis là, ce scout-là se présente, ce dépisteur-là, il t'a suivi pendant la semaine, mais finalement, t'es pas repêché, ni par cette équipe-là, ni par personne. Tu es signé par les Buccaneers. Mais est-ce que tu as vécu une déception? Est-ce que lui as-tu reparlé à ce dépisteur-là? Puis là, de voir, parce qu'il y a d'autres équipes aussi qui se sont présentées, il me semble. Tu sais, il y a vraiment eu une longue étape. En fait, il y a eu plusieurs étapes entre le scout qui est venu à Dunsmore puis le repêchage. Je suis allé après ça au East West Shrine Game, jouer en Floride avec les meilleurs prospects NFL. Après ça, il y a eu le Pro Day à l'Université Laval où c'est supposé avoir 27 équipes. Finalement, il y en a eu 17 parce qu'il y avait une tempête de neige. Il y a eu... Là, on était vraiment dans l'étape où est-ce que c'était vraiment OK, là, ça se passe pas de vrai, t'sais. Mais au repêchage, le Pro Day, justement, c'est une autre affaire. Ça, je l'ai fait blesser. Je m'étais claqué un ischio-jambier. Il fallait que je cours tous les tests pareils. Puis... mais c'est là que je parlais de résilience. Je le faisais parce que j'étais blessé, j'avais pas le choix. J'étais comme, man, je vais le faire pareil, je m'en fous. Là. Mais j'ai gagné j'aurais perdu des points parce que mes temps étaient moins bons, mais j'en ai gagné parce que j'ai montré que j'avais de la toughness puis que je voulais jouer les games pareil en étant un peu magané. Puis ça, c'est important pour eux parce qu'ils donnent un certain montant d'argent intéressant, puis tu veux pas passer ton temps à pas jouer parce que t'es blessé. Fait que pour eux, c'était important. Fait qu'ils ont vu que j'étais tough, résilient. Donc ça, c'était cool. Puis justement, au draft day, t'invites ta famille, t'invites des amis, puis finalement, ton nom n'est pas appelé, mais t'as des équipes qui t'appellent pendant le draft puis disent on va te repêcher probablement au 5e round. T'sais, les Vikings m'avaient appelé, au 5e round, on cherche un tight end, là. On va sûrement t'appeler, c'est le coach de position qui m'appelle. Finalement, il draft un autre tight end, puis il m'appelle, le GM, lui, il voulait tel gars. Fait que c'est genre... T'es comme, man, t'es déçu, puis tu veux pas décevoir le monde qui sont autour de toi non plus. Mais au final, j'avais fait des visites avant le repêchage parce qu'ils t'amènent visiter les lieux pour voir si c'est un bon fit, pour voir comment quitter. Puis au final, pas se faire repêcher, ça a probablement été le meilleur move parce que j'ai pu décider où j'allais. T'as pu choisir. Parce qu'après le repêchage, comment ça fonctionne, le téléphone, c'est pas fini. Là, tu penses que c'est terminé, mais une couple de minutes après ça, tout le monde t'appelle. Ils cherchent des free agents à signer. Fait que faut qu'ils remplissent leur équipe. Fait que t'appelles. Même qu'il y a une équipe, les coachs nous avaient appelés. Puis ils nous appelaient, c'est moi puis Sacha, mon agent, puis il appelait moi puis Sacha en même temps pour être sûr que notre téléphone était barré pour d'autres appels. Fait que c'était vraiment... C'était intense? Ouais, c'était intense. On était dans la chambre à ma soeur en train de régler ça pendant que tout le monde entendait dehors, paralysé. OK, qu'est-ce qui se passe? Il va aller où? Puis finalement, mais là, les Bucks, c'est la seule équipe que le head coach lui-même m'avait appelé. Puis j'avais fait une visite là-bas, puis ça avait vraiment fité. Fait que c'est une déception qui finalement vire en hey man, OK, ils me veulent vraiment, c'est vraiment cool. Fait que c'était pas si pire que ça, mais c'était comme un high-low en émotion ce journée-là. Ça, c'est les rares fois que t'as pleuré? Ouais, j'ai-tu pleuré? Je m'en rappelle plus. Il me semble qu'on a vu ça dans nos recherches. Ça se peut, ouais. Quand t'as signé avec le Rouge et Or ou t'as quitté le Rouge et Or, je me souviens pas. Non, quand j'ai fait l'équipe à Tampa, c'est là que j'ai pleuré, ouais. Quand officiellement, j'ai fait l'équipe, puis j'avais réussi mon rêve, là, tu l'as réalisé, tu l'as fait. What's next, là, tu sais, OK, je l'ai fait, là, c'est là que je devenais émotif pas mal au téléphone en parlant aux médias, justement, puis ça, c'était un beau moment. Mais quand j'ai signé, j'ai pas eu d'émotion tant que ça parce que justement, j'avais vécu une journée assez bizarre, puis
il n'y a rien de coulé dans le béton encore. Il faut que tu fasses l'équipe quand même. Fait que, non, c'est ça. Quand j'ai fait l'équipe, là, ça a été un beau moment quand même. Puis là, le petit, le grand Québécois, je dirais pas le petit, mais qui arrive dans la NFL, vous n'êtes pas nombreux à avoir passé. Tu arrives dans une organisation comme les Bucks, comment tu as fait ta place? Comment tu as réussi à faire ça? Mais tu sais, l'intimidation que j'avais vécue à travers ma carrière, mettons, je pense que ça m'a préparé. Ça t'a servi aussi? Ouais, je pense que ça m'a préparé parce que là, j'arrive. Tu sais, j'étais allé à Lennox, j'arrivais d'une petite place en Beauce, dans Notre-Dame des Pins, où il y a 800 habitants. Tu sais, j'arrive tout le temps de la petite place, là, tu sais, puis tu te sens inférieur. J'arrive du Canada aux États-Unis, leur sport national, c'est le foot. J'arrive à Tampa, en Floride, où est-ce que c'est les meilleurs de chaque college américain. Le college américain, c'est bien plus gros que les colleges qu'on a ici, en termes de qualité de football. Fait que, tu sais, là, je me sens. Puis là, je parle même pas ma langue, tu sais. Fait que tout ça qui se fait, je suis inférieur. Mais en même temps, non, je suis pas inférieur. Je suis aussi bon que n'importe qui. Là. C'est juste que je le montre, là. Fait que c'est ça qui est un peu je trouve que tout mon parcours m'avait comme préparé à être prêt rendu au camp. Mais comment tu te laisses pas imprégner de ça puis que ça vienne pas te déranger quand même? Parce que là, c'est rendu gros, là. Ouais. Mais je trouve que, tu sais, à travers les années, tu débloques des repères, tu débloques une façon de faire. Moi, j'étais vraiment focus et déterminé de ce que je voulais faire. Fait que quand j'arrive là-bas, peu importe d'où j'arrive, peu importe ce que je suis, je suis tellement focus. Puis ça m'avait tellement aidé dans le passé que finalement, ça a été un succès parce qu'il n'y a rien qui me dérangeait à l'extérieur. On parle souvent au foot là, quand tu joues un match, puis les fans te crient après. Il y en a beaucoup des fans là, dans les estrades. Il faut que tu sois capable de tout couper ça puis d'être focus sur seulement ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai qu'on les entend pas? C'est à cause ça devient. Tout le monde crie des insultes ou peu importe, mais ça devient un son qui est neutre, ça devient le même son. Fait que tu les entends pas, mais ça peut. Si t'es vraiment pas focus, tu peux les entendre. Y a-t-il des moments où tu as eu des doutes? Dans la NFL? Dans ton cheminement ou dans la NFL? Tu sais, quand tu forges une confiance, t'es tout le temps en haut puis en bas, puis faut t'aller à travers de ça. Si t'es tout le temps confiant, c'est comme pas en avoir assez. Tu vas frapper un mur, puis à un moment donné, tu vas exploser. Mais je pense qu'à travers ma carrière, il y a tout le temps eu des hauts, des bas. Au niveau de la confiance ou au niveau de ce que j'étais capable de faire ou peu importe. Puis, je pense qu'il faut que tu ailles à travers de ça pour pouvoir sortir. Puis, parce que comme je disais, tu vas échouer plus de fois que tu vas réussir. C'est à travers ces échecs-là que tu débloques une confiance parce que tu échoues quelque chose, puis le lendemain ou plusieurs semaines après, tu le réussis. Fait que, je pense que c'est là que tu développes une confiance, puis c'est important justement d'aller à travers ce processus-là. On a parlé d'intégration dans ton cas, mais l'année passée, vous avez vécu avec l'équipe où tu étais toute une intégration avec 2 All-Stars, Brady puis Gronk qui arrivent. Comment c'est d'accueillir des... Parce que là, c'est pas des nobody qui arrivent, là, puis ils ont gagné tout ce qu'il y avait à gagner. Ils arrivent dans votre équipe. Comment ça s'est passé, cette intégration-là? Puis qu'est-ce que tu as retenu, toi, d'avoir côtoyé des gens comme ça? Mais c'est sûr qu'à la base, c'est un peu intimidant parce que tu sais, quand j'avais 13 ans, puis je tripais sur le foot, puis je jouais à des jeux vidéo. On jouait avec Tom Brady, on jouait avec Donovan McNabb, on jouait avec ces joueurs-là. Puis là, t'as Tom Brady qui arrive dans ton équipe après 20 ans de football. Il y en a vu d'autres, là, des joueurs. Là, fait que tu essaies de... Tu veux pas nécessairement l'impressionner, mais tu veux pas le décevoir non plus. Mais tu sais, le gars est tellement un bon leader qu'il t'intègre aussitôt, puis lui aussi, tu réalises qu'il fait des erreurs, lui aussi, il est humain, donc c'est là que tu fais, OK, c'est un coéquipier comme les autres, c'est juste qu'il est vraiment bon, puis c'est vraiment un bon leader. Là. Fait que, au final, c'est pas... tout le monde était sur un pied d'égalité. Là. À partir d'une expérience comme ce que tu as vécu avec des leaders comme ça, là, tu changes d'équipe cette année. Toi, qu'est-ce que tu as l'impression que tu peux apporter puis mettre sur la table pour être contributif à ta nouvelle équipe à partir de ton expérience? C'est une bonne question. J'ai côtoyé beaucoup plus Gronk que Tom parce que c'était on était dans la même pièce tout le temps. Là. On était les deux des alliés rapprochés. Fait on avait nos meetings ensemble et tout ça. Fait que j'étais vraiment plus proche de lui. Puis je trouvais qu'il y avait une éthique de travail hors pair où est-ce que il faisait attention à son corps, nutrition, massage, peu importe. Puis il y avait un schedule vraiment intéressant. Puis c'est ça que j'essaie d'apporter au niveau individuel à moi-même. Cette année, j'ai changé beaucoup de choses, j'ai amélioré des choses. Okay. Puis je trouvais que
pour toffer plus longtemps dans la ligue, je pense que pour éviter les blessures un peu inutiles, je pense que d'avoir une structure comme ça, c'est vraiment intéressant. Mais tu sais, d'avoir gagné un Super Bowl avec une équipe comme ça, de pouvoir amener ce bagage-là dans une autre équipe, de voir ce qui a fonctionné, de voir comment que la cohésion d'équipe est importante si on veut se rendre à la fin. Je pense que je peux amener ça, puis d'aider justement. J'aime penser que je suis un coach un peu sur le terrain, dans le sens que je vais aider mes joueurs à se positionner. Je sais que lui, il n'est pas positionné à la bonne place, ben, je vais l'aider avant que le jeu commence. Je vais dire, hey, c'est pas là, faut que tu te places. Puis j'apprends mes jeux par cœur. Fait que si quelqu'un sur le terrain a de la misère avec ses jeux, je vais lui dire. T'sais. Fait que je pense que tout ça mis ensemble fait en sorte que ma présence sur le terrain avec les autres joueurs est intéressante pour ça. Malgré l'âge de Brady, puis malgré que Gronk n'avait pas joué la saison d'avant, il y a peu de gens là, qui pensaient que vous alliez réussir ça, puis qu'eux allaient avoir un parcours comme celui-là. Y a-t-il un moment, vous autres, où vous avez réalisé que, oh boy, ils l'ont encore, là? Ben, Gronk est arrivé un peu à la shape au camp parce que ça faisait longtemps qu'il n'était pas en football shape, fait que c'était juste drôle un peu, là. Mais tu vois que c'est un humain comme les autres, là. Il devient fatigué à un moment donné, là. C'est pas, c'est pas un cheval de course, là. Mais tu sais, Tom, un gars qui lance comme ça à cet âge-là, on verra plus jamais ça, probablement. Fait que ça, c'était vraiment impressionnant à voir. Mais tu sais, comme je disais, Gronk, au début, ça avait pris un petit moment à se remettre en football shape, qu'on appelle. Mais c'était juste drôle à voir, mais tu sais... Mais tu vois que les gars, c'est pas des extraterrestres non plus. Là. Ils ont fait des erreurs, sont bons parce qu'ils sont sur la même page tout le temps, puis c'est des joueurs qui ont joué ensemble longtemps. Mais c'est pas inaccessible ce qu'ils ont apporté parce que c'est du monde qui ont travaillé fort, puis du monde qui ont su persévérer, puis c'est des résilients. Donc, tu vois qu'ils ont des valeurs que tu peux avoir. Là. C'est pas inaccessible ce qu'ils ont fait, mais c'est juste que c'est du monde qui travaille tellement fort, qui sont tellement assidus dans ce qu'ils font, qui ont tellement d'éthique de travail hors pair, que c'est ça qui est dur à reproduire. T'sais. Comment on réussit à s'intégrer dans un groupe quand on arrive avec des noms comme ceux-là, avec un bagage comme ils ont, sans en imposer, mais en même temps tu veux t'imposer parce que on est allé te chercher, c'est parce qu'on voulait t'avoir, mais tu comprends, la ligne est mince, là, il aurait pu arriver puis qu'on les voit ou les perçoive comme des grosses têtes ou des gars qui voulaient tout changer, mais c'est pas ce qui a l'air d'être arrivé. Là. Non, tu sais, un gars comme Tom, c'est un carrière. Un carrière, souvent, c'est ton leader. Fait que le leader incontesté de l'équipe. Fait que, tu sais, lui, il arrive. Il a fait un travail vraiment cool d'apprendre les noms à tout le monde, d'apprendre leur background. Fait que, quand la première fois que je l'ai vu, il m'a dit mon nom, il m'a appelé par mon nom, il s'est présenté. Tu sais, j'étais comme, OK, wow, le gars, il connaît mon nom. Tu sais, c'est juste ça, c'est vraiment cool. Je ne sais jamais parler. Fait que, tu sais, d'arriver puis d'être un leader comme ça... puis d'être déjà respecté à travers la ligue. Fait que tu ne vas pas essayer de le contester là, comme leader parce qu'il est déjà respecté fois 1000. Là, mais Gronk, lui, c'est un peu l'inverse. C'est un peu plus gêné, un peu plus... un peu plus gêné, un peu plus funky, dit des jokes. Puis finalement, tu peux pas ne pas aimer sa personnalité parce que tout le temps un sourire d'en face. Quand il n'y a pas de sourire, ben là, ça va pas bien. Là. Si Gronk sourit pas, ça va pas bien. Fait que c'était vraiment cool. Anthony, on a beaucoup parlé de Brady, puis là, on va arrêter d'en parler parce que c'est avec toi qu'on veut parler. Mais ça nous permet quand même d'enchaîner parce qu'on a parlé de ses qualités de leader et tout ça. Parle-nous de l'importance d'un leader positif dans une organisation, qu'elle soit sportive ou ailleurs, là, l'importance d'avoir des leaders positifs. Ben, le gros point d'avoir un leader positif, je pense que c'est rassembleur. Tout le monde va se rallier à toi, tandis que si c'est négatif, ça fait l'effet inverse, ça va séparer l'équipe en petits groupes, puis ça, tu veux vraiment pas ça. Je trouve que quand quelqu'un est positif, ça rassemble tout le monde autour de lui, puis tout le monde va être dans la même direction au final. Fait que... On peut aussi être un leader positif dans la société. Tu l'as été, toi, cet hiver, puis tu as posé une action, pas pour attirer l'attention, mais tu as posé vraiment une belle action avec un jeune garçon de la Mauricie qui vivait des difficultés liées à l'inaction dans le monde du sport, Charles-Édouard McKenzie. Pourquoi tu avais envie de venir donner ce coup de pouce-là à ce garçon-là? Ben, je trouvais que tu sais, tout ce qui s'est passé à cause de la COVID dernièrement, il n'y a pas eu de sport pour les jeunes. Puis mon frère coachait dans une équipe à Rimouski, puis il a dit annoncer aux kids que
c'était fini du jour au lendemain. Puis là-dedans, t'as des gars qui étaient des gars de dernière année qui plus jamais allaient remettre des épaulettes ou un casque sur leur corps. Donc, ça m'a comme touché un peu parce que moi, j'avais le privilège de pouvoir jouer. Dans la NFL, le COVID, c'est comme si ça n'existait pas quasiment. Là, mais comme c'était un peu. Ça m'a vraiment touché. Puis je trouvais qu'il y a eu des dépressions, puis qu'il y a eu des moments difficiles pour les kids liés à ça, puis liés à plein d'autres choses. Ça m'a dépassé complètement, puis je me disais, faut que je fasse de quoi. Puis là, ça, c'est arrivé. J'étais OK, là, c'est mon moment de pouvoir aider, tu sais. Fait que c'est pour ça, là, ça me tenait vraiment à cœur. Leader positif, mentor auprès de ton frère qui joue au football aussi. Est-ce que c'est lié à la famille? Parce que la famille, je pense que chez vous, c'est important. Il y a des valeurs familiales importantes. Est-ce qu'il y a un lien à faire? Fort probablement, tu sais. Après avoir été élevé avec autant de filles dans la maison, tu développes des valeurs. C'est une joke qu'on fait, mais 3 sœurs, une mère. Les femmes apportent des valeurs vraiment constructives puis de liaison entre les frères et sœurs. Donc, j'ai trouvé probablement qu'avoir une grande sœur, ça l'a aidé, c'est sûr. Avoir 2 grandes sœurs, c'est encore mieux. Mais probablement, c'est l'effet d'unisson dans la famille, de prendre soin l'un de l'autre, de défendre les plus jeunes, de se battre avec les plus vieux. Mais j'ai toujours été un frère protecteur chez nous. Une de mes sœurs a amené un nouveau copain à la maison. Je vais le regarder une couple de fois là, avant de m'assurer qu'il est correct et qu'il passe le test. Mais non, c'est sûr. Les valeurs qu'on a apprises dans notre famille, de toujours prendre soin l'un des autres. Je pense que quand on sort finalement dans une équipe, quand on sort dans la société, on apprend à prendre soin des autres aussi, je pense. Puis le lien avec ton frère, ça se passe comment? Là, il est à Ottawa, il est en camp d'entraînement, vous parlez régulièrement. Vous avez joué ensemble avec le Rouge et Or. Ouais. Hein? On a joué une saison ensemble dans notre carrière, puis on est allé gagner la dernière en 2016. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était une très belle année. C'était malade. Mais ouais, en ce moment, il était avec le Rouge et Or, le Rouge et Noir d'Ottawa. Je dis c'est un lapsus qui est facile à faire. Ouais, je dis Rouge et Or d'Ottawa parce qu'ils ont tellement de joueurs du Rouge et Or de ce temps-ci que je me commençais à dire ça pour de vrai. Fait que là, en entrevue, ça regarde pas bien, mais ouais, le Rouge et Or d'Ottawa. Puis il a été repêché l'année dernière, puis il n'y a pas eu de saison. Fait que lui, ça a été un gars qui a été touché directement par ça. Puis ensuite de ça, il a été touché indirectement parce qu'il coachait des joueurs, puis il a dû annoncer ça aux joueurs. Mais la CFL n'a pas eu de saison l'année dernière, fait que pour lui, ça a été vraiment difficile. Mais en même temps, Adam, c'est un gars de résilient aussi, donc il a fini son bac. On a profité pour il s'est retourné de bord, il a dit moi, je ferai pas rien, là, je vais finir mon bac, je vais faire mes stages et tout ça. Donc, il a même travaillé. Donc, il a su être résilient dans cette situation-là. Mais ouais, il est à Ottawa en ce moment, il est content de revenir jouer au foot, puis ça va bien, ses affaires. Tu parlais précédemment de l'importance de prendre soin des autres. Tu as un ancien coéquipier qui a fait une sortie importante dans les dernières semaines. Hein. Il a affirmé son homosexualité dans un sport comme le football. Comment tu as réagi à ça? Comment on devrait s'occuper, prendre soin de lui? Parce que probablement qu'il va être victime de certains colibets. Là. Mais c'était spécial quand j'ai su ça. D'avoir été avec lui pendant ces années-là, puis de pas avoir su, c'est comme un sentiment de culpabilité un peu, parce que, je sais pas, on aurait pu peut-être l'aider si jamais on le savait à ce moment-là. On aurait pu... J'aurais adoré le savoir à ce moment-là, puis je sais pas, c'est juste le fait de le savoir. Peut-être, c'était vraiment spécial, mais en même temps, j'étais vraiment content de son move, là, man, wow! Parce que là, lui, dans le fond, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il a fait parce que là, il y a un rôle établi dans la ligue. C'est pas il y a Michael Sam qui avait dit ça durant le repêchage. Mais lui, il est vraiment établi dans la ligue puis il a eu des bonnes saisons avec les Raiders. Fait que ils viennent vraiment ouvrir la porte à d'autres joueurs, peut-être qui ont envie de sortir aux autres aussi. Mais tu sais, je parlais de ça justement avec Didier Orméjus sur un podcast. Puis quand est-ce qu'on va être le jour où est-ce que t'as pas besoin de sortir? Ouais. Quand est-ce qu'il va être le jour où est-ce qu'il n'y a pas de gay, il n'y a pas de straight, puis tout le monde est tout le monde. C'est un être humain. Exact. Fait que
Mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, malgré tout ça, c'est important de le faire. C'est important de le faire pour que les autres embarquent dans le bateau, puis que les joueurs de foot ne soient plus vus comme nécessairement des gros durs, puis que, que tu joues au foot, t'as pas le choix d'être straight. Là, c'est tellement pas vrai. Puis je pense que son move va initier non seulement d'autres joueurs à le faire, mais aussi des... il parlait justement, il disait son message, c'était que un leader dans la communauté peut sauver des centaines de personnes juste en faisant un speech ou juste en aidant des personnes. Donc, son message de faire sortir les leaders dans la communauté qui aident ces jeunes-là, c'est ça qui est vraiment important. J'ai pas le choix de te poser la question, là, avec une culture assez macho, là, le football. Ouais. Comment tu penses que ça va se passer pour lui? Ben moi, je pense qu'il y a une vague de respect vraiment importante qui se fait. Puis tu sais, il y a lui qui est sorti justement pour ça, mais avant ça, il y avait Black Lives Matter, il y avait le mouvement justement par rapport à tout ça l'année passée. Donc, il y a plein d'affaires qui se passent en même temps dans notre société aujourd'hui qui fait en sorte que c'est là le moment de tout faire, de tout sortir puis de tout respecter. Puis je pense qu'il y a une bonne vague de respect envers Carl, justement, parce que c'est gutsy de faire ça. C'est comme tu disais, c'est un peu macho comme environnement. Puis ça l'est, c'est vrai. Mais de sortir puis d'être capable de faire ça, c'est impressionnant. C'est quelque chose qui est... La NFL, c'est le sport. La NFL possède une journée de la semaine aux États-Unis. Absolument. Puis c'est le dimanche. Fait que, de faire ça, c'est vraiment... Dans cette ligue-là, c'est vraiment impressionnant. Puis je pense que, justement, à travers la ligue, j'ai vu des messages d'autres joueurs, puis tout le monde me respectait. Là, c'était vraiment cool à voir. C'était beau à voir. La fenêtre qui s'ouvre sur l'inclusion. Puis tu arrives d'une organisation, toi, les Buccaneers, où dans le coaching staff, il y avait des coachs afro-américains, il y avait des femmes. Est-ce que déjà, dans cette organisation-là, tu sentais cette volonté, puis qui est en train aussi, là, je pense, de s'installer dans d'autres organisations? Ben, c'est pour ça justement, je jasais de ça avec Didier, c'est que mon message était que, tu sais, moi, je me suis jamais rendu compte, on félicitait les Buccaneers d'avoir des coordonnateurs africains. Mais je me suis jamais rendu compte nécessairement qu'ils étaient noirs. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, pour moi, c'était coach Byron, c'était coach Todd, c'était coach Keith. C'était pas... j'étais comme, OK, c'est vrai, crime, coudonc. Mais c'est juste que pour ça, moi... on me l'avait pas dit. Ouais, mais pour moi, c'est juste que ces personnes-là étaient les plus qualifiées. Tu sais, c'est pas... j'ai pas l'impression que les Bucs ont fait ça non plus. On a une fille en entraînement, super cool, MJ. Je suis vraiment rendu proche de elle. On a une coach de ligne défensive qui était une femme aussi. Puis je trouve que ça l'a amené quelque chose de différent. D'avoir une mère sur le terrain qui coach, c'est les gars, ils leur donnaient vraiment du respect. Puis c'est différent de se faire crier après par un homme vraiment dur, un peu style militaire. C'était vraiment... C'est une dynamique qui était différente, c'est une dynamique qui était vraiment cool. Là. Je pense que ça a porté fruit. Quand on a gagné le Super Bowl, finalement. Fait que, mais je pense pas que ces gens-là ont été engagés parce que c'était des femmes ou parce que c'était des Noirs. Je pense que c'est parce qu'ils étaient plus qualifiés que les autres. Puis je pense qu'on est rendu là dans notre société. C'est la même chose que t'es straight ou t'es homosexuel. T'es un humain. C'est la même chose, selon moi. Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter, justement, qu'il y ait davantage de femmes dans le sport? Parce que ça est encore plus long que le reste. Là. Des Noirs, par leur génétique, on leur a fait une place dans le sport, puis ils sont là, puis on a acquiescé, puis les gens l'acceptent. Mais les femmes, pourquoi ça a pris autant de temps? Puis qu'est-ce qu'elles peuvent apporter maintenant? C'est comme je te disais, la dynamique... Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool là, d'avoir une dynamique différente puis un peu qu'elle serve de grande sœur ou de mère. Souvent tu dis que ton entraîneur est comme ton deuxième père, là, c'est comme ta deuxième mère. C'est vraiment... moi je trouvais ça vraiment cool. Là, ça l'amène une façon de faire et une façon de penser qui est complètement différente. Souvent un homme sera zéro empathique dans la NFL, tandis qu'une femme va t'écouter, puis va être empathique, puis va comprendre, puis... Fait que je trouvais que cette dynamique-là, ça faisait changement un peu de tout le temps devoir être dur, puis... mais là, c'est comme... Il y a un peu plus de softness dans l'intérieur de l'équipe, ça fait du bien des fois. Oui, absolument. Tantôt, tu disais que ton frère est dans le coaching. Toi, je pense que c'est quelque chose que tu aimerais faire aussi?
Ouais, ben sans trop penser à à la suite de ma carrière, c'est sûr que être entraîneur, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Là. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Ben, vois-tu, quand j'étais à l'Université Laval, là, au printemps, je coachais à Beauceville, OK. à Palvalence-Saint-François, puis je coachais des kids de son R1-2. Puis de voir ces kids-là évoluer, je trouvais ça vraiment insane. Tu sais, mettons, là, à cette heure, j'ai coaché un kid de son R1-2 dans ce temps-là, puis là, il rentrait à l'Université Laval l'année passée. Fait que, tu sais, je trouvais ça vraiment cool de voir leur parcours, puis de pouvoir avoir été une influence, si on veut, un peu dans leur parcours. Fait que c'est quelque chose qui me passionne aussi à travers le foot. De pouvoir être un modèle avec les kids, mais d'interagir avec eux et de les aider directement, tu sais. Pas nécessairement indirectement. Fait que, pour moi, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Genre. Tu coacheras en attaque, en défensive, peu importe. Je sais pas encore. C'est sûr que le but ultime serait peut-être d'être entraîneur-chef. Mais okay. Quand même. Des fois, j'ai des bulles qui me passent. J'aimerais ça être coach en défensive. Je sais pas pourquoi j'ai jamais été en défensive. Okay. Mais juste de changer de côté de la balle une fois dans ma vie. Mais je sais pas. Honnêtement, juste de pouvoir toucher des vies positivement, je pense que c'est plus ça qui va être important que les X and O's. T'aimerais ça t'impliquer avec le Rouge et Or? Ouais, c'est sûr que j'ai une maison à Québec, c'est pas pour rien, c'est sûr et certain. Mais avant l'entrevue, il y a quelque chose que tu nous as dit. Tu détestais le Rouge et Or. Non, mais écoute, c'est trop. Moi, je trouve ça important. Ouais. Mais comment t'en es venu à venir jouer avec le Rouge et Or si tu détestais l'organisation? Ouais, je détestais le Rouge et Or parce que c'est un programme qui gagnait tout le temps. C'est comme les Patriotes dans le temps quand j'étais jeune. J'ai essayé les Patriotes. Là, le monde était fan des Patriotes parce qu'ils connaissaient rien au football. Puis ils voyaient une équipe qui gagnait. Fait que c'est facile de se rallier à une équipe qui gagne. Mais quand j'ai joué ici parce que je voulais performer avec les meilleurs puis devenir un des meilleurs joueurs. Donc pour moi, c'était important de venir ici. Puis finalement, ça a été les plus belles années de ma vie. Puis j'ai vu pourquoi que le programme avait autant de succès. Donc c'est ça. Là, j'ai le Rouge et Or tatoué sur le cœur, définitivement. C'est pas mes plus belles années, la plus belle organisation, le meilleur prêt à mon pays. J'ai name it, là, j'ai pas. j'ai haï plus le Rouge et Or. Quand on a fait nos recherches, on a lu que il y a un livre qui t'avait influencé dans ton parcours, L'Alchimiste. Puis là, c'est pas une biographie d'un sportif, c'est pas un livre qui traite de sport. Moi, je l'ai lu, mais j'aimerais ça que tu nous racontes pourquoi, puis qu'est-ce qui t'a accroché de ce livre-là? Ben, je pense que c'était à une époque où je me cherchais un peu plus. Tu cherches des réponses, tu cherches pourquoi tu fais telle chose, pourquoi il faudrait que tu fasses telle chose. Puis en lisant L'Alchimiste, le gros message au final, c'est que si tu mets tous tes efforts dans la même chose, dans le même chemin, puis tu es dédié vraiment à ça, l'univers autour de toi va faire en sorte que tu vas réussir à accéder à des choses ou même que tu vas avoir de la chance à un moment donné sur ton parcours parce que t'es tellement fidèle à ton parcours, t'es tellement les œufs dans le même panier. Il y a plein d'autres messages par rapport à tout ça, mais c'est comme là, j'ai fait, OK, si je veux vraiment accéder à mon rêve, il faut vraiment que tout ce que je fais dans ma vie soit relié à ça. Mm-hmm. Que, mettons, tu me demandais d'aller au bar avant un entraînement le lendemain, ben c'était non, c'était qu'il faut que je me couche tôt parce que je m'entraîne le lendemain. Ta nutrition est rendue basée là-dessus. Tes choix dans la vie sont rendus basés là-dessus. Tout est tout focus pour aller sur le même chemin. Puis c'est quand tu accèdes, dans l'alchimiste, tu accèdes aux pyramides, qui réalisent que, man, au final, les pyramides, c'est pas ce qui est le plus beau, c'est le parcours que j'ai fait en arrière, man, tout le chemin que j'ai fait qui me rend là, c'est ça le vrai trésor. Fait que, pour moi, c'est le parcours que j'ai fait au Rouge et Or. Là, j'ai pas fini mon parcours, mais on a gagné le Super Bowl, le Rouge et Or, on a gagné un coup de vanille avec mon frère, blablabla. Au final, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour jouer dans la NFL, mais tout ce que les belles années que j'ai vécues, le monde que j'ai rencontré, c'est ça le vrai Super Bowl, la vraie coupe vanille. T'sais. Moi, avant de terminer, j'aimerais ça qu'on revienne sur la raison de notre collaboration, c'est-à-dire de prévenir et de contrer l'intimidation en contexte sportif. S'il y a des jeunes sportives qui nous écoutent et qui vivent des moments difficiles ou qui se questionnent, y a-t-il quelque chose que tu aimerais leur dire pour avancer, continuer d'avancer? Mais je pense que on l'a touché un peu. Pour moi, la valeur la plus importante que j'ai, puis que le monde autour de moi
possède, je pense que c'est la résilience. Puis je pense que dans la vie, tu échoues plus que tu réussis, malheureusement. Mais c'est comment tu te relèves de ces échecs-là, comment tu réussis à persévérer, ben c'est en étant résilient, puis en apprenant de cette défaite-là, ou, tu sais, comme là, ça a été une situation extraordinaire, là, le COVID, là, puis c'est pas quelque chose, en espérant c'est quelque chose qu'on espère qu'on revivra pas de sitôt, mais je pense que le COVID en soi a été un défi immense pour tout le monde. Ça a été le même défi pour tout le monde. C'est pas nous autres qui l'a décidé. Là. C'est pas moi. T'sais, quand j'étais jeune, j'avais décidé d'aller à l'Inox, c'était un défi parce que c'était en anglais. Mais là, c'est quelque chose qu'on s'est fait imposer, la COVID. Fait que c'est quelque chose qui est encore plus un défi en soi parce qu'on se l'est fait imposer. Fait que si tu réussis à sortir de là... Moi, à chaque fois dans ma vie, à chaque fois que j'ai eu un échec ou un moment où c'était plus sombre, je me disais, man, fuck it, j'abandonne. Pourtant, après, à chaque moment après, quand tu ressors, c'est là que il y a bien plus de lumière qu'avant. C'est ben, hey man, c'est non insane, tu sais, j'ai fait ça, tu sais. Mais je pense que la COVID, aussi sombre que ça l'est, parce qu'on parle de ça parce que c'est ça qui vient d'arriver, mais aussi sombre que ta situation peut l'être, tu continues à persévérer, puis man, je vous garantis la lumière au bout du tunnel, puis ça va. Il va y avoir des moments comme ça, mais c'est comme ça que tu deviens confiant, puis tu réussis à t'en sortir. Chez Sportaid, nous, notre mission au quotidien, c'est de prévenir, contrer tout type de violence en contexte sportif, donc de favoriser des environnements sportifs sains, sécuritaires. Dans cet esprit-là, quand tu penses à nos jeunes qui font du sport aujourd'hui, as-tu un souhait? Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour avoir des environnements sportifs sains, sécuritaires? C'est sûr que on parlait de leadership au début, tu sais, puis je pense que quand on parle dans un contexte scolaire, justement, d'avoir des bons leaders en place, je pense que ça, c'est quelque chose qui est un must, là. Que ça soit sécuritaire, puis tu sais, un bon leader va avoir l'intimidation, puis il va l'arrêter immédiatement, puis tu sais, de donner une lecture un peu à ces jeunes-là qui ont intimidé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est quoi ton but derrière ça? Peut-être que tu vas apprendre que ce kid-là a des problèmes. Puis c'est là que tu vas aider l'intimidateur. C'est souvent là qu'on... C'est comme quand on parle de féminicide, on parle souvent d'aider les femmes, mais ces hommes-là là, qui ont des mauvaises actions, eux, ils ont des problèmes aussi. Là, je pense qu'il y a un beau mélange à faire là-dedans, puis une belle stratégie d'approche si c'est un bon leader d'avoir des sports sécuritaires au final, parce que t'aides tout le monde, puis tu vois ce qui se passe. Là. Tu fermes pas les yeux. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter? Me souhaiter? Oui. Une longue carrière. Puis un autre Super Bowl. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a une étape à la fois. On construit une belle équipe à Houston. Puis je pense que tout peut arriver dans le sport, surtout au foot. Là, fait que je pense que la première étape, là, ça va être de construire une belle équipe. Puis après ça, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, avec des gars comme toi, ils ont de fortes chances d'avoir une belle équipe. Anthony, vraiment, merci beaucoup. C'était une rencontre très appréciée. Yes, merci. Ben, moi aussi, j'ai vraiment aimé la rencontre. Puis très belle organisation. Merci. Yes. Merci, Anthony.